Rabbi Nachman de Braslav, arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, fondateur du chassidisme, on pourrait dire, bien que appartenant, disons, officiellement, dans le principe au mouvement chassidique, en fait, est un mouvement en soi. On peut également faire une différence au sein de ce mouvement entre deux mouvements. Il y a Rabbi Nachman et il y a le braslavisme. Ce n'est pas exactement la même chose. Il y a aujourd'hui, le braslavisme est un mouvement avec des caractéristiques sociologiques très précises. Il y a de la joie, un peu d'anarchisme enfantin, pas méchant, inoffensif. Et en tout cas, il y a également l'enseignement de Rabbi Nachman de Braslav, sa Torah, et c'est ça que nous étudions dans nos cours. Qui est Rabbi Nachman de Braslav? Alors, j'ai l'habitude de dire que Rabbi Nachman de Braslav, c'est le chaînon intermédiaire entre le Baal Shem Tov et le Rav Kook. C'est-à-dire, le Baal Shem Tov étant l'initiateur d'un enseignement qui explique la sainteté de l'individu, d'Israël en particulier, ce qu'on appelle en hébreu Kedushat HaPrat. Le Rav Kook enseigne la dimension de Kedushat HaKlal, la sainteté collective, ce qui réside dans la collectivité d'Israël et donc également dans la nationalité d'Israël et même dans l'État d'Israël. Et Rabbi Nachman de Braslav se situe exactement dans le chaînon intermédiaire. Il est à la fois, donc, il enseigne à des chassidim qui vivent dans le cadre historique de la Galoute. Il leur enseigne donc le chassidisme, la sainteté individuelle, comment se sanctifier et comment s'élever au niveau de sa personnalité individuelle, mais il est en permanence orienté vers la Kedushat HaKlal, c'est-à-dire la préoccupation fondamentale de Rabbi Nachman de Braslav, c'est non seulement le Klal Israël, la collectivité d'Israël, mais également l'impact de la communauté d'Israël sur l'univers tout entier et en particulier les nations, les goïms. Et il est surprenant de voir que c'est un thème qui revient, qui est récurrent pratiquement dans presque tous les enseignements de Rabbi Nachman, quand il parle de la Shekhinah, quand il parle de la présence de Dieu. Alors, il parle de la Shekhinah dans l'individu, il passe à la Shekhinah dans le Klal Israël, et il parle après de la Shekhinah comme étant la réparation des nations dans leur ensemble. Et effectivement, on va voir que c'est ça dont il parle. Il y a un deuxième élément chez Rabbi Nachman de Braslav qui est très important. Il est au courant des mouvements philosophiques de son temps et il prévoit déjà non seulement l'existentialisme, mais les mouvements déconstructeurs de la pensée que nous connaissons aujourd'hui sous le thème de le postmodernisme et toute la remise en question des valeurs et de la validité de l'intelligence et un athéisme agressif, toutes choses qui ont commencé, disons, à apparaître de manière publique au temps du Rav Kook étaient en germe dans la pensée humaine au temps de Rabbi Nachman de Braslav, et Rabbi Nachman déjà se préoccupe de ça. Il dit « Je sais déjà maintenant que viendra une époque de grande kfira », kfira, négation, de l'athéisme en fait, c'est ça que ça veut dire, et je prépare déjà maintenant les âmes à se confronter à ces mouvements-là, et je sais que bien que je le dis à l'avance, eh bien, ça n'empêchera pas le phénomène d'apparaître. Donc, on veut dire que Rabbi Nachman de Braslav, de ce point de vue-là, est extrêmement moderne. C'est une des raisons pour lesquelles, après 2 siècles, Rabbi Nachman devient aujourd'hui un sujet d'étude extrêmement large, extrêmement demandé, alors que entre le décès de Rabbi Nachman et la deuxième moitié du XXe siècle, Rabbi Nachman était étudié dans des cercles extrêmement restreints. On avait entendu parler de lui, mais pas grand-chose de plus. Il y avait quelques élus qui s'intéressaient à cela, entre autres d'ailleurs
un ami personnel de Franz Kafka, Jiri Langer, qui était un chassid Braslav et qui a beaucoup influencé Kafka. Oh, effectivement, on voit dans la pensée kafkaïenne, il y a beaucoup d'éléments qui rejoignent la pensée de Rabbi Nachman de Braslav. Voilà. Ça, c'est au niveau de la personnalité de Rabbi Nachman. Il y a maintenant un point qu'il faut également expliquer, c'est la méthode. La méthode dont se sert, disons, on peut dire le mode d'expression de Rabbi Nachman. C'est là la plus grande des difficultés. C'est la raison pour laquelle, quand David Altar m'a demandé de parler de Rabbi Nachman de Braslav, je me suis dit, mais c'est de la folie de faire ça par Zoom. Et en plus, c'est de la folie de faire ça en français, parce que déjà en hébreu, c'est difficile. Et pourtant, j'ai relevé le défi et je vois qu'il y a quand même un certain attrait pour ces choses-là. Kol hakavod à David. Comment est-ce que Rabbi Nachman s'exprime? Il a des idées qu'il veut exprimer, il les exprime par des codes. Le code, le mot-clé des codes de Rabbi Nachman, c'est le mot Bechina. Bechina ou Bechinat à l'état construit, ça veut dire quand je dis telle chose, en fait, je veux dire autre chose. Par exemple, si je vous dis, la lettre Chet, qui est la 8e lettre de l'alphabet, en vérité, je veux parler de la vitalité. Pourquoi? Parce que Chet, ça s'écrit Chet Yud Tav, c'est comme le mot Hayut qui veut dire vitalité. D'accord? Et parfois, ça passe plusieurs chaînons, c'est-à-dire le mot Chet va vouloir dire le mot Hayut et le mot Hayut va vouloir dire la sagesse, parce que la sagesse, c'est le mot Chochma qui commence par un Chet et que la sagesse donne la vitalité à l'homme, puisqu'on dit à Chochma Techaye Be'alea. Et une fois que tout cela est mis en place, alors on peut faire une phrase d'une série de mots de ce genre, d'une série de bechinot, et comprendre de quoi il s'agit. Donc ça, c'est assez ardu, parce que d'abord, ça demande une connaissance de l'hébreu, une connaissance des sources talmudiques, bibliques et kabbalistiques à la fois, et ça demande également un certain don d'imagination. Il faut accepter que des idées sont transmises à travers l'imagination. Et très souvent, ce qui manque chez Rabbi Nachman, c'est l'explication de la logique de la chose. La logique existe, mais Rabbi Nachman ne l'écrit pas. Or, ce qui se passe chez les élèves de Rabbi Nachman, ce qu'on appelle les Breslavers, il y a une accoutumance à ce style de la Bechina et donc un renoncement à la pensée logique. Ce qui vous explique pourquoi il y a tellement de fous chez les Breslavers. Mais ça, c'est un autre problème. Notre travail sera justement d'étudier la logique interne des enseignements de Rabbi Nachman. Maintenant, pourquoi c'est tellement important? Parce que Rabbi Nachman touche aux sources les plus primordiales de la personne humaine. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement de la psychologie, il faut être dans la joie. Alors, on dit, Rabbi Nachman disait que c'est important d'être dans la joie. D'accord. Mais en fait, la manière dont Rabbi Nachman s'attache à ces idées psychologiques, en fait, ça revient aux intuitions fondamentales de la pensée. On pourrait dire donc que Rabbi Nachman est un sage des commencements. Vous savez, il y a des sages qui s'occupent des prémices, des commencements, il y en a qui s'occupent des conclusions, il y en a qui s'occupent du processus qui va du début à la fin. Rabbi Nachman s'occupe des débuts. Il ouvre des fenêtres. Et du point de vue-là, il me rappelle un peu mon maître Manitou, qui lui aussi ouvrait des fenêtres à la pensée, et la poursuite de la pensée se fait par l'élève lui-même, par le disciple, qui après doit comprendre les intuitions fondamentales qui ont été mises sur le terrain. Et on peut dire que donc Rabbi Nachman est extrêmement important pour notre génération, qui est une génération qui se pose des questions d'identité, des questions identitaires, et donc nous avons besoin de Rabbi Nachman. Que dire encore? Oui, qui s'y a encore, Dani? Et le Rabbi Nachman est-il venu en Israël? Oui, c'est exactement de ça dont je voulais parler. D'abord, tu sais très bien la réponse.
Je lis les questions arabes. Ah bon, d'accord. Bon, donc, David Altar, qui a donné une réponse en faisant semblant de poser une question, nous fait remarquer la chose suivante. Nous avons quatre personnages, pourrait-on dire, qui ont voulu monter en Eretz Israël. Je parle ici du Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Braslav, les sionistes et le Rav Kook. De quoi s'agit-il? Rabbi Israël Baal Shem Tov, fondateur du chassidisme, a voulu monter en Eretz Israël et on raconte, enfin ses élèves racontent qu'il est arrivé jusqu'à Istanbul, qu'il est monté en bateau et sur la mer, il y a eu une tempête. Et cette tempête a mis en danger deux choses. D'abord, sa vie physique. Le bateau a failli se renverser. Mais il y a eu également un phénomène très grave, c'est qu'à ce moment-là, le Baal Shem Tov a perdu sa sagesse. Il a perdu ce qu'on appelle les mochines. Les mochines, terme kabbalistique qui signifie une illumination de science infuse auquel accèdent des gens de la dimension du Baal Shem Tov. Il a perdu sa sagesse. Et il a compris donc que le Satan voulait l'empêcher d'arriver en Eretz Israël. Il est revenu en Europe et il n'est pas monté. Pour une raison très simple. La Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah du klal, de la collectivité, tandis que la Torah du Baal Shem Tov, c'est celle de l'individu. Or, comme le rôle historique du Baal Shem Tov était d'enseigner la Torah du Prat, il ne pouvait pas être confronté à la Torah du klal. Il comprenait que ça exigeait de sa part une perte du contenu de sainteté qu'il avait acquis en Europe. Et puis, par la suite, Rabbi Nachman de Braslav, lui aussi, veut arriver en Eretz Israël. Il arrive à Istanbul, lui aussi. Et il perd sa sagesse encore dans le port, avant de monter en bateau. Et donc, il comprend que c'est une épreuve, et il fait quand même l'effort de monter dans un bateau et d'arriver en Eretz Israël, avec toutes les difficultés que ça représente. Et arrivé en Eretz Israël, il reçoit un flux de sagesse énorme, qui est en fait la Torah d'Eretz Israël. Il disait, tout ce que j'ai appris quand j'étais en Europe, ça ne vaut pas ce que j'ai appris en un instant en Eretz Israël. Et puis, arrive Napoléon avec son armée, il y a également une épidémie à Tibériade. Finalement, Rabbi Nachman doit fuir Eretz Israël et revenir en Europe. Mais il a commencé à goûter ce que cela signifiait. Et il est reparti. Troisième phase, les sionistes. Le peuple d'Israël dans son ensemble commence à s'implanter à nouveau en Eretz Israël et il perd sa sagesse. Si vous voulez, il cesse d'accomplir les mitzvot. Il cesse de s'identifier avec la Torah. Il devient chiloni. Et arrive le Rav Kook pour donner à nouveau la sagesse à cette génération qui a perdu sa sagesse. Et c'est là l'enseignement donc de la Torah du klal qui est celle de Rav Kook. C'est comme ça que je situe la Aliyah de Rabbi Nachman de Braslav en Eretz Israël.